Coucou. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, on s'ennuie en ce 27 avril 2025. Alors paf, pour vous divertir, petit jumpscare de début de vidéo. J'espère que ça aura marché, au risque de provoquer une ou deux crises cardiaques dans les 3500 abonnés de la chaîne. On a le droit à 10% de perte, c'est Nix qui l'a dit. Donc voilà, désolé si vous l'avez mal pris. Hein, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, au bout d'un moment, il faut bien le dire, on s'ennuie un petit peu récemment dans le menu crowdfunding. Il y a des jeux intéressants, il y en a quelques-uns, mais il faut bien l'avouer, hein, pour les vieux de la vieille du menu crowdfunding, ceux qui sont habitués au menu qui dépasse allègrement parfois les 2 heures de vidéo, actuellement, c'est un peu période de vache maigre. Il faut bien le constater, c'est un petit peu Waterloo morne pleine. Et du coup, voilà, on agrémente comme on peut. Peut-être qu'un jour, vous aurez droit à un striptease, même si là, du coup, je serai démonétisé. Voilà. Du coup, eh bien, cette semaine encore, on s'oriente vers un menu crowdfunding extrêmement court, cette fois-ci, malgré la présence de 3 desserts. C'est quand même assez paradoxal, et en même temps, quand on y réfléchit bien, pas tant que ça. La période actuelle est pas hyper propice au lancement de campagnes de financement participatif, parce qu'on ne sait pas si dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, quand on lancera la production, quand la production se terminera, la production de notre jeu bien évidemment, et que viendra l'heure de envoyer ces jeux vers les backers, principalement américains en règle générale, bon, on ne sait pas quel prix, quel tarif douanier on se prendra dans les dents, même si on peut imaginer que d'ici là, on sera revenu vers une situation un peu plus proche de la normale, en tout cas un peu plus proche de ce que l'on connaissait avant ces dernières semaines. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'heure est plutôt à l'attentisme, d'ailleurs on le voit au niveau des actualités que l'on reçoit sur les projets qu'on a déjà backés, et généralement depuis un mois et demi, 2 mois, on nous parle en permanence de tarifs douaniers dans les fameuses actualités en question. Donc c'est normal qu'on voit moins de campagnes actuellement, mais du coup, ceux qui se lancent, ils ont assez confiance en leur, comment dirais-je, en leur matelas pécunier, on va dire, pour pouvoir assurer un petit peu leurs arrières, et les plus petits qui voulaient éventuellement se lancer sont peut-être un petit peu plus précautionneux et attendent de voir un petit peu comment les choses vont se dérouler, ce qui est fort compréhensible, et du coup, voilà, du coup, menu crowdfunding de moins d'une heure cette semaine encore, en tout cas c'est objectif, même si encore une fois je l'ai déjà dit, hein, il y aura 3 desserts, donc 3 projets à explorer en détail, puisque je vous le rappelle pour ceux qui éventuellement viendraient à peine de rejoindre la chaîne, le menu crowdfunding c'est ce menu habituel donc qui se compose des entrées, des plats et des desserts. Donc les entrées, les projets les plus mineurs, on va dire, sur lesquels on s'appesantit pas, c'est-à-dire 2-3 minutes la présentation, puis les projets médians pour les plats principaux, et finalement les desserts, les gros projets de la semaine, parfois les plus gros, parfois simplement ceux qui m'intéressent le plus également. Voilà, par ordre croissant d'intérêt, encore une fois, subjectivo-objectif. Et du coup, sans plus tarder, on va tout simplement se lancer dans ce menu numéro quoi, 174, 175, j'ai oublié, on s'en fout, du 27 avril 2025, c'est tout ce qui compte. C'est parti. Celui-là, Kevin, tu nous l'as déjà présenté. Est-ce que tu commences à perdre la tête ou est-ce que tu veux juste gagner un tout petit peu de visibilité dans tes vidéos en rajoutant des trucs que tu as déjà présentés? C'est peut-être la question que vous vous posez. Eh bien non, c'est juste que Star Clash, effectivement, on l'a déjà vu il y a quelques semaines à peine dans le menu crowdfunding, mais entre-temps, il y avait eu une annulation, voilà, ici, pour Star Clash, qui était financé à 53% à ce moment. Projet annulé le 27 mars, donc ça fait tout pile un mois. Il y avait 67, j'arrive pas à lire, c'est affolant, 61 contributeurs à ce moment-là, lors de l'annulation en tout cas, et Star Clash revient sur Kickstarter un mois plus tard pour une nouvelle tentative, et pour l'instant on est exactement au même nombre de contributeurs que lors de l'annulation de la précédente tentative, à savoir 61 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne. Je vous encourage donc, pour ceux qui seraient intéressés, à aller checker la petite présentation que j'en avais faite à l'époque. Je vous mettrai éventuellement un petit lien en haut à droite de votre vidéo, mais en gros on est sur un jeu qui
a les apparences et les inspirations un petit peu de Cloudspire, donc l'un des plus gros jeux de Cheap Theory Games. Et quand on dit gros jeu et Cheap Theory Games, généralement, déjà ça va de pair, donc c'est pour vous dire à quel point Cloudspire était un jeu riche, mais extrêmement complexe, extrêmement lourd à prendre en main. Donc Star Clash s'en inspire un petit peu. Donc on a une énorme map, différentes factions avec de la grosse asymétrie. Il va falloir apprivoiser un petit peu les différentes factions, les différentes unités qui la composent et donc partir en exploration et aussi partir au combat face à nos adversaires. Pourquoi pas, j'ai envie de dire que si vous êtes amateur de Cloudspire, c'est peut-être un jeu qui pourrait vous intéresser, d'autant plus qu'il a le bon goût d'être beaucoup plus court, en tout cas théoriquement, que ne l'était Cloudspire, parce que c'est pour 1 à 8 joueurs, pour 45 minutes par joueur autour de la table, donc si vous jouez à 2, ça reste relativement court, mais bon, ça peut aussi rapidement devenir des trucs très longs si on joue à 4, 5, 6 joueurs par exemple. Voilà, je vous laisse aller checker à nouveau hein, la petite présentation que j'en avais fait à l'époque, qui sera peut-être un tout petit peu plus complète que celle-ci. 18 jours avant la fin de la campagne pour Star Clash. Nouvelle édition pour Valley of the Kings Ultimate Edition, donc cette fois-ci le projet de World Largest RPG. Pour l'instant 230 backers, 20 jours avant la fin de la campagne, ça fait un résultat assez modeste pour un jeu quand même assez connu, en tout cas suffisamment pour pouvoir accéder à cette Ultimate Edition. Donc ça veut dire quand même qu'il y a eu un certain public derrière pour pouvoir éventuellement songer à la création d'une édition ultime comme c'est le cas ici. Valley of the Kings, donc la vallée des rois, on est bien sûr en Égypte, dans l'Égypte antique. Il s'agit d'un jeu de deck building et donc de gestion de main bien évidemment, avec un petit peu d'asymétrie, des événements qui vont venir impacter le cours de la partie, différentes manières de scorer dans tous les sens. A priori un jeu qui a plutôt une belle cote d'amour, on va dire, en tout cas pour ceux qui ont joué, suffisamment, encore une fois je me répète, pour arriver à une édition ultime plusieurs années après sa sortie. Et en plus de ça, pendant la campagne, on vous offre aussi une boîte deluxe absolument magnifique en format du sarcophage d'Égypte antique, quoi, simplement. C'est très joli. Reste à savoir si les hiéroglyphes qui se trouvent sur la tranche signifient véritablement quelque chose ou est-ce que c'est juste du foutage de trogne. Voilà, vous me direz bien évidemment, hein, tous les amateurs et les personnes qui lisent couramment bien sûr les hiéroglyphes, hein, tous les petits champions parmi les abonnés, les commentateurs, ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas pour le reste, la direction artistique est plutôt jolie. Bon, c'est pas époustouflant, mais ça fait le job. L'iconographie a d'être relativement claire. Pourquoi pas, un de ces jours à tester, pourquoi pas, au-delà de ça, non, puisque vous le savez si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps, je ne suis pas un grand amateur du deck building quand c'est au cœur du gameplay. Quand c'est un des éléments de gameplay, j'aime bien. Là, pour le coup, c'est vraiment le centre du gameplay, le cœur, la substantifique moelle du gameplay, et du coup, a priori, c'est pas trop pour moi. J'ai pas réussi à trouver les plages d'Evo. C'est ici. Je suis pas très à l'aise sur BackerKit. Je ne traite pas beaucoup de campagnes sur cette plateforme-là. On a ici le pledge à 99 $. Donc ça, c'est la version Ultimate Edition en boîte normale, entre guillemets. Et ensuite, on peut accéder à plus ou moins de deluxification. On peut donc prendre cette boîte en bois Deluxe à 99, mais ça n'inclut pas le jeu, attention, c'est juste la solution de rangement, on va dire, hein. Il faudra déjà avoir le jeu en sa possession. Sinon, on peut avoir la boîte plus les decks à l'intérieur, le tout pour 199, ou alors on peut prendre vraiment la totale avec 300 $ pour le pledge all-in. Voilà donc pour ce qui est de Valley of the King et cette édition ultime, 230 backers pour l'instant, 20 jours avant la fin de la campagne, c'est du côté de chez BackerKit. Dernière entrée de la semaine, et oui, déjà, ça va très vite, il s'agit de Propagation Station, un titre pas forcément facile à prononcer, Propagation Station. C'est un jeu qui nous vient de Chain Assembly, qui à l'origine n'est absolument pas dans la création de jeux de société. 22 projets, oui, mais pas 22 jeux de société. Apparemment, Chain Assembly, on est ici sur un artiste qui a fait quelques jeux de cartes à jouer par exemple, enfin des sets de cartes à jouer plutôt je devrais dire, ce genre de choses là, mais essentiellement c'est de l'artwork en réalité, ainsi que parfois des, comment dirais-je, des fanfics ou des choses comme ça, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros des simili BD avec le vocable américain, je suis pas un très grand connaisseur,
Et de temps en temps, du coup, il propose aussi, du coup, vraiment des jeux, comme on a vu ici Satisfy, par exemple, un jeu sur les relations de Fion, voilà, disons-le tout de go. Voilà, mais il y a aussi, donc, apparemment, des jeux un peu plus posés, disons, et c'est le cas ici avec Propagation Station, qui pour l'instant, ma foi, rencontre un assez beau succès. Alors attention à nuancer, puisque en fait Propagation Station s'est lancé en fin de semaine dernière apparemment. C'est jusqu'à ce moment-là, je ne l'avais pas encore remarqué. Du coup, je le présente brièvement dans l'émission de cette semaine, mais il reste toutefois 22 jours avant la fin de la campagne, 50 000 € d'engrangés, donc c'est largement financé. Et vous vous en doutez bien avec l'illustration que l'on voit sur la boîte, hein, il s'agit de faire pousser des plantes dans son appartement. Le tout c'est pour 90 à 120 minutes la partie, donc attention, un jeu relativement long malgré tout, pour 2 à 4 joueurs, avec les artworks donc, de l'artiste en question, donc Chain Assembly, même si ce n'est pas lui qui a conçu le jeu, il est derrière les illustrations, et donc on va chercher donc à faire pousser différents types de plantes chez nous, dans des pots. Voilà, un petit jeu de jardinage d'intérieur, tranquille, en tout cas sur le papier. Reste à voir ce qu'il en est de la complexité du jeu. Il y a quand même pas mal d'infos, les icônes ont l'air d'être relativement simples. Je ne me suis pas penché sur les règles elles-mêmes, mais on a l'air d'être sur un jeu de construction de tableau, on va dire, relativement accessible, même si on a vu tout à l'heure que les parties peuvent être assez longues. Voilà, donc vous me direz éventuellement si c'est un jeu qui, en tout cas thématiquement, est susceptible de vous intéresser. Si c'est le cas, le pledge de base est à 40 $ pour vraiment la boîte, et c'est tout. Sinon, on peut aussi aller vers un pledge deluxe avec 64 $, ou là, non, pas de l'heure, 64 $ c'est un bon salaire quand même, 64 $ pour avoir donc le jeu de base ainsi que les upgrades deluxe, et sinon on a aussi des petites extensions que l'on peut ajouter par-dessus. Elles sont au nombre de 2, c'est Houseplant Hermit et puis Flora Obscura, et si on les ajoute ça fait 90 $. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin que ça concernant Propagation Station, qui, je le rappelle, est un jeu lancé la semaine dernière, mais même si c'est le cas, c'est quand même plutôt un assez beau succès, peut-être aussi que Chain Assembly, dans la spécialité qui est à la sienne avant le jeu de société, a une communauté qui lui permet aussi d'attirer les foules assez facilement, je ne sais pas. 22 jours avant la fin de la campagne, 650 backers, 50 000 € d'engrangés. Du coup, c'est tout pour les entrées de la semaine. On va maintenant passer aux plats principaux, et ils sont au nombre de 3. Donc voilà, 3 plats principaux, puis 3 desserts. Vraiment, ça va aller très vite aujourd'hui. Premier plat principal de cette semaine, il s'agit de Hubworld Eidolon, ou Eidolon, je ne sais pas exactement comment on le prononce. C'est le nouveau projet de Earthborn Games. Earthborn Games qui avait beaucoup parlé de lui suite à sa première campagne, qui a eu ensuite droit à une VF, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est pas garanti. Je me demande si c'était pas Intrafin qui avait fait la VF pour Earthborn Rangers à l'époque, qui avait fait une première campagne sur Kickstarter. Puis le Pledge Manager était sur GameFound, et au total on avait quand même beaucoup de backers. Non, c'était le second printing, ok. Donc ça c'était pour la seconde impression du jeu, donc la première campagne Kickstarter, seconde campagne avec des extensions, cette fois-ci sur GameFound, et on avait quand même 15 000 backers, ce qui est assez énormissime, avec 3 600 000 $ d'engrangés, et c'est vrai que le jeu bénéficie d'une très bonne réputation. Apparemment le jeu est très bon, mais une des autres raisons qui font que on avait beaucoup parlé de Earthbound Rangers à l'époque et suite à sa sortie également, c'est qu'il s'agit certainement du jeu de cartes le plus cher du monde. Voilà, j'exagère un tout petit peu certes, mais quand même, Earthbound Rangers c'est un jeu extrêmement cher qui au final était essentiellement un jeu de cartes parce que en fait l'équipe de Earthbound Games, c'est des anciens de Fantasy Flight Games, donc un éditeur américain très connu, mais qui avait du coup pour vocation de créer des jeux avec la plus faible, la plus petite empreinte carbone possible. Bref, on est sur une équipe créative qui est composée essentiellement de personnes écolo, quoi, on va dire, et du coup, ça se ressentait très méchamment au niveau du prix. Hein, on était 90 $ pour le contenu que vous voyez ici, donc des gros paquets de cartes. Pas de super qualité qui plus est, j'ai pu les voir, c'était pas des cartes de super qualité clairement. Et puis des petits tokens en carton, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un insert pas terrible du tout non plus, mais 90 $. En revanche, le jeu a une super bonne cote de popularité,
il paraît que le jeu est très bon. J'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus, mais je sais que Nix en a dit le plus grand bien et que Xavier a mis la main sur un pledge qu'il n'a pas encore eu l'occasion de tester. Bref, quoi qu'il en soit, Earthbound Games revient avec un nouveau jeu cette fois-ci. Il s'agit donc de Hub World Eidolon sur GameFound, et vous vous en doutez quand vous regardez ici hein, le seuil de financement, comment dirais-je, la quantité de financement acquise pour l'instant et le nombre de backers. Si on fait un peu le calcul rapidement, vous vous doutez bien que les pledges sont assez élevés à nouveau, comme c'était le cas pour Earthbound Rangers, parce que oui, de toute façon, leur logique n'a pas changé. On est sur un éditeur qui veut produire de très bons jeux, mais avec une certaine éthique derrière. Et d'ailleurs, les jeux sont produits en Allemagne, si mes souvenirs sont bons, et non pas en Chine, comme c'est le cas des 95% des jeux qui trouvent leur chemin vers nos tables. Bref, on va se concentrer un petit peu plus sur le nouveau jeu, plutôt que sur sa qualité de production, etc. Hub World Eidolon, c'est à nouveau, comme Earthbound Rangers, un jeu de cartes essentiellement comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, il a attiré près de 1500 backers, 240 000 $ d'engrangés. Il est donc financé malgré ce très haut seuil de financement. Et il reste 10 jours avant la fin de la campagne. Pas de VF pour le moment en tout cas. Il y aura certainement une VF par les éditeurs de la VF de Earthbound Rangers, en tout cas on peut l'imaginer, mais pas pendant la campagne. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 25 minutes la partie, on est sur un jeu de deck building, donc un jeu de gestion de main fondamentalement, compétitif, donc on peut aussi jouer à 2 contre 2 si mes souvenirs sont bons, mais j'ai exploré un petit peu la campagne il y a 3-4 jours, du coup j'ai un petit peu oublié entre temps, mais je crois que c'est un 2 contre 2 ou 1 contre 1 par exemple. On est sur un univers qui a l'air d'être assez riche, un univers de Hub World qui va certainement connaître différentes déclinaisons les prochaines années si le jeu rencontre le succès, et c'est bien parti pour être le cas, donc on va certainement avoir plusieurs extensions dans les années à venir. On est sur un univers un petit peu science-fiction, avec un univers un petit peu décalé, sur une planète qui était genre un peu le carrefour du commerce de cette de cette galaxie, sauf que c'est voilà, le collectif, donc le collectif, c'est le nom du groupe, de cette civilisation qui a un peu mis sa main sur justement sur Eidolon, avec des sortes de portails qui facilitent extraordinairement le commerce. Bref, tout a changé en très très peu de temps, et nous on va incarner des Seekers, je crois, c'est ça, des Seekers. Donc des personnages qui vont chercher à mettre la mainmise sur la cité, avoir le plus d'influence possible sur la cité, et du coup ça va se faire via l'obtention de nouvelles cartes, et des cartes de plusieurs genres bien évidemment. On va voir ça un petit peu plus loin. Mais d'abord, entrons dans le dur. Eh bien, Hub World Eidolon, comme Earthbound Rangers à l'époque, c'est un jeu de cartes et c'est extrêmement cher. Il y a quelques petits tokens par-ci par-là en carton, tout ce qui est plus classique, beaucoup de cartes. Donc vraiment le même modèle, on va dire. Le tout pour 80 $, donc oui, c'est très cher. Et encore, c'est moins cher que le prix boutique conseillé. Donc vraiment, c'est quand même, ce sera très très cher encore une fois. Reste que comme pour Earthbound Rangers, pardon, le jeu est encore une fois très joli. Bon, la DA plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais au moins il y a un vrai univers, on sent que c'est bien travaillé, c'est joliment réalisé également. Donc ouais, de ce point de vue-là, rien à dire, mais quand même ce sera très très cher. Mais c'est bon d'avoir justement cet étalon, de voir un petit peu ce à quoi pourraient ressembler des jeux, justement, on en parle beaucoup récemment, mais des jeux qui pourraient être produits en Europe ou produits aux États-Unis par exemple, puisque c'est un de leurs objectifs à terme également d'ailleurs. Pour ce qui est du contenu, on a donc ces 30 petits tokens, quelques petites aides de jeu, le livret de règles, et ensuite différents decks de cartes que l'on va être amené à utiliser donc pour enrichir nos decks. 88 cartes de moment, 88 cartes de source, 88 cartes d'obstacles, 24 cartes d'agents et 8 cartes de seeker, donc les personnages que l'on va venir incarner. Et bien sûr, vous vous doutez de ce que je vais vous dire en regardant les cartes de seeker elles-mêmes, mais bien sûr, il y aura de l'asymétrie en fonction du personnage que l'on va choisir. On va avoir une orientation légèrement différente, une façon d'approcher le jeu un petit peu différente. Voilà donc les différents seekers, il y en aura donc 8, les sources, là où on présente donc différentes
sources justement qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des informations sur ce genre de choses-là, différents types de ressources. On aura aussi des cartes d'obstacles qui permettront d'empêcher l'adversaire de venir s'approcher trop près de nos bases, de nos agents, etc. On aura aussi des cartes de moments qui sont des actions un petit peu uniques par exemple, qui vont nous permettre d'avoir des impacts immédiats assez puissants mais qui vont disparaître assez rapidement. On a aussi des cartes d'agents qui vont nous aider à fournir beaucoup d'influence par exemple, même si elles auront aussi certaines de leurs faiblesses. Il y aura aussi différentes affiliations, il y a différentes factions avec des synergies à aller imaginer bien évidemment. Vous vous en doutez, comme dans tout bon jeu de deck building. L'intérêt également, c'est qu'en termes de gameplay, on aura différents accès à nos agents. Ça, oui, on devra avoir 3 agents dans notre score area, donc notre zone de scoring, on va dire. Et il y aura 3 chemins vers notre jeu pour notre adversaire. Puisqu'en fait, on aura 3 colonnes, voilà, ici. Cette colonne qui va donner vers ce deck de cartes qui sont les commons. On aura la colonne du milieu qui donnera accès à notre main de cartes directement. Et puis on aura la colonne de gauche qui, elle, donnera accès aux archives. Donc l'adversaire pourra essayer de s'orienter vers différents chemins pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues et vice versa. Et ça, du coup, c'est assez intéressant sur le papier. Reste à voir ce que ça donne dans l'application, mais j'aime bien la théorie en tout cas. Voilà, ensuite allons voir les niveaux de pledge. Je vous ai parlé tout à l'heure du 80$, c'est le pledge de base. Et sinon, on peut aller agrémenter le tout avec par exemple le pledge Seeker à 130$. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Eh bien, ça vient ajouter des Deluxe Wooden Tokens, donc des tokens en bois plutôt qu'en carton. Et puis également des Playmats. Donc pour tous ceux que ça pourrait intéresser, donc pour chaque joueur potentiel, des petits playmats qui apparemment eux aussi sont fabriqués un petit peu différemment, etc., un peu plus éco-friendly on va dire. Sinon, on a ici The Lore Master à 160$, qui au-delà des tokens en bois et des playmats, vient aussi ajouter une sorte d'artwork, enfin de artbook sur l'univers de Hubworld Eidolon, donc vraiment pour les fans de cette nouvelle licence. 260 de Competitor, qu'est-ce que ça vient ajouter? C'est 2 boîtes en fait, hein, c'est 2 boîtes pour pouvoir jouer à encore plus de joueurs, parce que oui, si vous cumulez plusieurs boîtes, vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs, 16 joueurs, etc., etc. Bref, encore plus de boîtes pour le pledge The Agent. Voilà. On va pas rentrer trop dans les détails, même au niveau du gameplay, j'ai donné un petit peu les grandes lignes, on va se limiter à ça, et malheureusement de toute façon pas de VF durant la campagne. Donc s'il est un petit peu réfractaire à la langue de Shakespeare, faudra attendre une VF qui viendra très probablement dans pas si longtemps que ça de toute façon. Pour le shipping, puisque maintenant on est dans les plats principaux, donc je m'attarde un tout petit peu sur les frais de port également. Les frais de port peuvent douiller pas mal en fonction de votre région aussi. Canada ça passe, 19 à 30$, ça va encore. Belgique 16-21, France 21-21, ça va encore. Donc vous me direz, c'est pas si cher, puisque de toute façon c'est produit en Allemagne pour les Européens, donc effectivement c'est pas très cher. En revanche, pour nous au Japon par exemple, nous au Japon on est dans Rest of the World, et c'est pas produit en Chine. Du coup, c'est plus loin. Et du coup, nous, c'est 47 à 94$ les frais de port. Donc, pour un jeu qui coûte déjà très cher pour ce que c'est en termes de contenu, de composants à proprement parler, du coup, c'est assez méchant au niveau de la note finale, quoi. Voilà donc pour ce qui est de Hubworld Eidolon, le nouveau projet de Earthbound Games, super intéressant sur le papier, j'aime bien beaucoup de choses là-dedans, y compris l'univers lui-même, les 3 rangées à aller agresser, attaquer avec notre faction. Non, il y a pas mal de choses intéressantes, ça m'attire peut-être plus que le gameplay théorique, parce que je n'ai pas testé, de Earthbound Rangers, mais c'est quand même très cher, comme la dernière fois, avec les jeux de Earthbound Games. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs de cette approche plus écolo, on va dire, de Earthbound Games. 1500 backers, près de 250 000$ d'engrangés pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne. Même catégorie des plats principaux de cette semaine, mais en revanche, certainement un segment beaucoup plus court que pour le jeu précédent, à savoir Hubworld, pour Gothic Shadows Quest, qui est le nouveau projet de THQ Nordic. Moi, dans ma tête, THQ Nordic, c'était un truc de jeu vidéo. Peut-être que je me mélange les pinceaux. En tout cas, c'est leur premier projet sur GameFound. Mais oui, ça, hein, Global Video Game Publisher. Bon, c'était bien ça, ça me rassure un petit peu. Mais donc, cette fois-ci, il s'attaque au jeu de plateau avec Gothic, qui apparemment est l'un des jeux de rôle les plus influents de la dernière décennie, la décennie de 2010, si j'ai bien compris.
Je ne connais absolument rien aux jeux de rôle de manière générale, donc Gothic ça me parle pas outre mesure, mais apparemment c'est un truc vraiment très connu quand on est amateur de la chose. Et du coup, pour l'instant, cette campagne sur GameFound se porte très bien, puisqu'en l'espace de 4 jours, on est déjà à 1350 backers approximativement, et 130 000 euros d'engrangés. Le projet est donc largement financé, 17 jours avant la fin de la campagne. En revanche, pas de VF pour l'instant, on a de l'anglais, du polonais, de l'allemand, et même potentiellement du russe, mais pas de français pour l'instant. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs en campagne qui peut se jouer en solo comme en coopératif avec bien sûr des héros asymétriques, le tout dans l'univers du RPG de Gothic, donc ça vous parlera peut-être, moi c'est pas trop le cas, pour des parties par contre assez longues, 180 minutes, c'est tout de même pas rien, ça nous fait 3 heures de partie tout de même. Et donc, je vous le disais, jouable solo ou en coop jusqu'à 4 plus un maître de jeu qui n'est pas nécessaire si j'ai bien compris, hein, parce qu'on vous dit ici vous pouvez jouer avec seul plus jusqu'à 3 autres joueurs, donc autrement dit à 4 joueurs, avec ou avec pardon, un master, un game master, donc un maître de jeu. Voilà, donc ouais, je sais pas si la présence d'un maître de jeu apporte à l'expérience de ce jeu-là. Et vraiment, je n'aurais pas à vous dire. Je suis pas très connaisseur en la matière de RPG, mais là, avec un portage vers le jeu de société, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir un maître de jeu? Est-ce que c'est mieux que de laisser le jeu un petit peu géré par lui-même? Je ne sais pas exactement. Mais bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu l'univers de Gothic, vous allez être lâché dans un... comment dirais-je? Vous êtes puni, vous êtes... comment dirais-je ça en français? Tiens, un peu une sorte d'arnaque, en gros, on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, et vous êtes envoyé dans une sorte de bagne, en gros, sur une île qui s'appelle Corinis, dans des mines, où vous allez devoir miner différents types de matériaux, et puis bah, vous allez en fait réussir à vous faire un nom progressivement, en défouraillant tout type de monstres, en acquérant du prestige, de nouveaux équipements, etc. etc. Bon, un univers on va dire, du Medfan, du Medieval Fantasy, relativement classique, en tout cas sur le papier, pour le peu qui nous est donné à voir. Mais bon, si vous êtes connaisseur de Gothic, de l'univers, vous me direz si c'est un univers vraiment très riche, comme il a l'air très influent pour ce qui est en tout cas des RPG depuis une dizaine d'années. Vous me direz ce que vous en pensez, et si vous êtes un petit peu excité à l'horizon d'une sortie de ce jeu de plateau du coup. Reste que visuellement je suis pas hyper convaincu. Alors le matos a l'air d'être très clean, on voit du plateau double épaisseur, on voit des bons jetons bien mastoc, globalement ça fait le job, mais je trouve que la DA de manière générale est quand même très sobre, et ça peut être un atout parfois, mais là c'est vraiment trop sobre, je trouve que ça manque un petit peu de personnalité, mais c'est peut-être parce que je connais pas l'univers de Gothic en réalité, je ne sais pas. Et autre raison pour laquelle ce segment de la vidéo sera pas très long, c'est qu'en réalité j'ai toujours et encore le même problème avec ces jeux justement de simili-RPG, mais en jeu de plateau, dungeon crawler, développement de personnages, etc. C'est que n'ayant que très peu d'expérience en la matière, j'arrive pas trop à différencier ces jeux les uns entre les autres. Qu'est-ce qui vient les différencier fondamentalement les uns des autres? Là-dessus j'ai un peu de mal, j'avoue. On va avoir un personnage, il va être asymétrique, on va le développer au fur et à mesure, on va lui filer du matos, de l'équipement qui va le rendre encore plus asymétrique ou qui va le rendre plus puissant tout simplement. On va essayer d'imaginer des synergies avec les autres joueurs en présence, on va explorer une map, on va affronter différents types d'adversaires, de monstres, etc. pour gagner de l'expérience. Ok, mais j'ai l'impression qu'ils font tous un petit peu la même chose. Mais ça, c'est juste parce que je suis juste pas connaisseur en la matière, en fait. Donc je vais pas dire des conneries, et je vais en rester tout simplement là, sans trop prendre de risques, et le risque de dire des conneries, en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est un truc que j'ai du mal à isoler avec mes petits yeux de comment dirais-je, de béotien en la matière. Bref, l'avantage de cette campagne, c'est que THQ Nordic nous propose un seul et unique pledge, du coup c'est facile de se repérer, et ce dernier est à 80 €. Voilà, pour Gothic. Et puis par-dessus, vous pouvez ajouter des petits add-ons éventuellement, tels que un petit gobelet pour jeter vos dés, ou un set de dés supplémentaires par exemple, les dés qui ont l'air d'être très cool par contre. Voilà, pour le shipping, on a différentes zones bien évidemment. Alors, Luxembourg, France, Belgique, par exemple, c'est 10 € de frais de port.
Pour éventuellement nos amis de Monaco ou de la Suisse, c'est combien? Suisse c'est 35, Monaco c'est 20 par exemple. Nous qui sommes au Japon, c'est 65 € de frais de port, autrement dit, c'est pas pour nous du tout. Mais vous me direz si de votre côté vous êtes intéressé par le projet de Gothic, le portage de ce fameux RPG en jeu de plateau, malgré la potentielle présence d'un maître de jeu. Et d'ailleurs, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez de ça, d'un maître de jeu dans un jeu de société. Moi, j'avoue que ça me laisse un petit peu circonspect, mais j'y connais pas grand-chose encore une fois. 1350 backers, 130 000 € d'engrangés, 17 jours avant la fin de la campagne pour Gothic A Shadow's Quest. Dernier plat de la semaine, il s'agit d'une double campagne, une campagne pour 2 jeux, et cette fois-ci c'est le projet de Bitewing Games, leur 9e projet à ce jour sur Kickstarter. C'est un habitué de ce genre de campagne pour plusieurs jeux, hein. On sait que c'est plus ou moins All Play, anciennement connu sous le nom de Board Game Tables, qui avait un petit peu lancé cette nouvelle mode, cette nouvelle approche des campagnes Kickstarter pour les jeux de société avec 2-3 jeux de société en une seule campagne Kickstarter. Et Bitewing Games a un petit peu suivi cette mode avec plus ou moins de succès. Ça avait commencé notamment avec... non, c'était pas celle-ci la première. C'était celle-là, voilà. La trilogie de Rainer Knizia à l'époque. Et donc ensuite ils avaient fait plusieurs tentatives un petit peu similaires. On avait ici Cascadero et Cascadito. Ensuite on avait ces 3 jeux là, Cat Blues, Shuffle and Swing, Bebop, etc. Et donc ils n'en sont pas à leur coup d'essai. On avait eu une triplette de très jolis jeux visuellement avec Silos, Ego et Orbit qui avaient fait plutôt un bon résultat si mes souvenirs sont bons. 2000 contributeurs tout de même, ouais, à l'époque c'était pas si mal, hein, vraiment. Et du coup, ils nous reviennent avec encore une fois une campagne avec 2 jeux cumulés. Cette fois-ci pour des jeux d'une nouvelle gamme chez Bitewing Games, à savoir une gamme de jeux portables, facilement transportables. Et il s'agit donc de Gazebo, je sais pas, et Gingham. 2 jeux abstraits, encore une fois signés Rainer Knizia dans les 2 cas. Abstrait mais avec une petite thématique toute mignonne, on va en reparler, hautement interactive dans les 2 cas, et donc pour l'instant la campagne marche très très bien. On est à 1000 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, celle-ci est largement financée, on est à 75 500 € d'engrangés pour le moment. Les 2 jeux sont à 39 $, les 2 jeux sont pour 2 à 4 joueurs, et si Gingham se déroule sur des parties de 20 à 40 minutes, il faudra compter environ 30 minutes pour Gazebo. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, on va dire ça jusqu'à la fin de ce segment de vidéo. Gazebo vous propose de construire des jardins et d'y poser c'est des belvédères, je crois, les Gazebo, des belvédères pour aller justement rendre votre jardin encore plus joli. On aura des sortes de tuiles déjà imprimées sur le plateau, et puis on va aller acheter nous-mêmes d'autres tuiles. Donc on est sur un jeu de pose de tuiles, un peu façon domino, puisque la tuile que l'on pose va déterminer les tuiles que l'on va pouvoir poser par derrière. Et ensuite pouvoir apposer des petits belvédères, et on va essayer de prendre possession de la majeure partie du jardin qui s'étale devant vos yeux ébahis. Et avec Gingham, on est sur un jeu où on va incarner des fourmis sur un tapis de pique-nique un petit peu abandonné. Il y a des petits gâteaux qui restent, il y a des petites miettes par-ci par-là, et nous, on est des fourmis. Évidemment, on va tout bouffer sur notre passage, et encore une fois, une sorte de... Bon, on va dire 6000 contrôles de territoire, en réalité c'est pas vraiment ça, c'est une construction de route, on va dire, avec nos fourmis, pour essayer de choper un maximum de restes de pique-nique. Voilà. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, jeu extrêmement portatif, on pourra même avoir une petite boîte de transport telle que celle-ci, plutôt que la boîte de jeu classique, on va dire. Alors, continuons. Bon, vous avez un peu plus de détails sur Gazebo ainsi que sur le gameplay de Gingham également, mais bon, très très rapidement, j'en ai déjà parlé un petit peu avec Gazebo. On va donc placer des tuiles de différentes couleurs, un petit peu façon domino, et placer des petits belvédères, essayer de prendre possession de ce qui a déjà été placé par nos adversaires, etc. etc. Donc un jeu abstrait, mais avec une thématique assez mignonne, avec un contenu que vous pouvez voir ici, donc 2 faces du plateau, avec donc des départs un petit peu différents pour une rejouabilité un peu plus grande, des tuiles, parfois de même couleur, parfois de 2 couleurs, et puis les fameux petits belvédères qu'on va apposer sur notre plateau. Ensuite, on a aussi une petite extension Elevation pour avoir encore plus de rejouabilité avec de nouveaux jardins. On peut avoir des Deluxe dominos, donc dominos en plastique, c'est ça, en plastique plutôt qu'en carton.
mais bon, ça ajoutera un petit peu au prix, bien évidemment. Pareil pour le petit sac de transport également, plutôt que la boîte de base. Et c'est un peu le même principe pour Gingham, on aura donc aussi des petits ajouts si l'on le souhaite. Alors là, vous avez les composants de base, donc beaucoup d'éléments en carton notamment, et puis on pourra avoir donc le petit sac de transport, et puis un petit peu de déluxification avec ici le bois remplacé par du métal, ou encore les petits jetons de fourmis qui passent du carton au bois par exemple. Voilà, les pledges, on va essayer de trouver ça rapidement. Voilà, ici on a des bundles. Si vous voulez Gazebo et Gingham, les jeux de base, mais avec leur sac de transport et les extensions gratis, c'est 78$ contre 123 en prix boutique théorique, donc une belle ristourne malgré tout. Et si vous voulez la même chose, mais avec les éléments de deluxification, dont on a parlé tout à l'heure, c'est 99$, ce qui pour deux tout petits jeux facilement transportables, au final, revient quand même assez cher au final. Donc à voir si ça vous tente. Pour le Canada, les frais de port sont de 9$ si vous prenez un jeu ou les deux, et vous pouvez faire des petites pledges groupées puisque des nouvelles copies par-dessus les vôtres n'ajoutent pas de frais supplémentaires. Il en va de même pour l'Union Européenne, donc 9$ et sans charge supplémentaire pour des copies supplémentaires d'ailleurs. Et puis ensuite, pour nos amis suisses, potentiellement c'est 14, 16 plus 2 par copie. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ici Japon, 29, 38 plus 9 par copie. Donc encore une fois, aujourd'hui, sur l'ensemble du menu, les frais de port sont pas très amicaux avec nous qui sommes résidents du pays du soleil levant. Mais bon, nous on n'a pas la TVA à ajouter dans le Pledge Manager, c'est déjà ça. On se console comme on peut. Mais bon, de toute façon, Gazebo et Gingham, a priori, ne m'intéressaient pas outre mesure, même si ça allait être des petits jeux relativement sympas, c'est quand même très abstrait pour le coup. 1000 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne, et c'était les derniers plats principaux de cette semaine. On attaque maintenant les 3 desserts. Dessert certes, mais segment de vidéo relativement court encore une fois, quand même, parce que Trickerion revient sur Kickstarter pour son édition 10e anniversaire, mais il n'y a pas tant de nouveautés que ça en réalité, et Trickerion, bon c'est un jeu du top 100 BGG qui est extrêmement connu, c'est un jeu de Mind Clash Games qui a déjà une VF grâce à Super Meeple, la campagne d'ailleurs est accompagnée par une VF assurée je crois aussi d'ailleurs par Super Meeple. Et donc, ce qui va accompagner cette édition 10e anniversaire de Trickerion, c'est cette nouvelle petite extension que l'on aperçoit ici, qui s'intitulera Arcane Arts, et puis aussi la possibilité de prendre cette grosse big box 10e anniversaire, puisque vous le voyez derrière moi ici, hein, moi j'ai la big box de la première, oui c'est la première campagne on va dire, donc la big box rouge. Là on aura une big box de la couleur d'origine de Trickerion, mais juste avec marqué Anniversary Edition, et ça pourra aussi inclure Arcane Arts, comme la boîte rouge que j'ai derrière moi, qui pourra aussi permettre de loger les nouveaux composants de cette petite extension que l'on voit ici. Donc si vous avez la même boîte que moi par exemple, ne vous en faites pas à ce niveau là, la petite boîte d'extension, donc la seule nouveauté de cette campagne, la seule nouveauté de gameplay de cette campagne, ça logera, ça tiendra dans votre boîte. Pour l'instant, la campagne se porte évidemment très bien. On sait qu'à chaque fois que Mind Clash Games fait une campagne, on est quasiment assuré d'avoir au minimum 6-7 000 backers en règle générale. On est pour l'instant à 5 000 contributeurs et 360 000 € d'engrangés 12 jours avant la fin de la campagne. Je sais que Xavier va se jeter dessus comme un mort de faim. Je sais également, et vous savez certainement, qu'on n'aime pas trop avoir des doublons dans nos ludothèques, mais bon, on peut se permettre certaines exceptions de temps à autre, et je sais que Xavier aime énormément ce que fait Mind Clash Games, même si à l'origine, Trickerion c'était peut-être le seul jeu qui l'intéressait pas dans leur catalogue, mais entre temps il l'a testé chez moi ensemble il y a quelques mois, et on avait beaucoup aimé. D'ailleurs on a hâte de le ressortir, mais c'est vrai qu'en ce moment on a un petit peu de mal à se réunir, donc il faudrait qu'on fasse ça dans pas trop longtemps. Pour rappel, Trickerion est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros on va dire un jeu de placement d'ouvriers dans un univers de magie. On va dire que c'est un peu c'est pas stipulé quelque part je crois, mais on va dire fin 19e, début 20e, dans un univers un petit peu différent peut-être, hein, c'est pas marqué que c'est à Londres ou à Paris, etc. Mais bref, on va dire fin 19e, début 20e siècle. Et donc on va incarner différents magiciens, et on va faire des tours dans une sorte de grand théâtre, spectacle de magie, etc.
Et donc pour ça, il faudra apprendre les tours, il faudra réunir les composants qui sont nécessaires à la production de ce tour, etc. Ne vous y trompez pas, un Mind Clash Games, bien évidemment, ça veut dire que c'est un jeu quand même assez radicalement expert, même si on a vu qu'ils ont fait un ou deux jeux qui le sont un petit peu moins avec Astra par exemple. C'est un jeu qui fait partie du top 100, je l'ai déjà dit tout à l'heure, 12 ans et plus, 30 minutes par joueur, 1 à 4 joueurs, en réalité même à 2, je pense qu'il faut bien compter 1 heure et demie, quand on n'est pas trop habitué en tout cas. C'est un jeu qui a été couvert de laurier à plusieurs reprises, hein, vraiment, et qui a reçu des prix par-ci par-là. C'est la même équipe derrière Anachronie que personnellement j'aime peut-être encore plus que Trickerion de mon côté, ne serait-ce que pour la thématique et puis pour le gameplay également, pour l'instant en tout cas. D'ailleurs, on reparlera de Anachronie dans cette campagne parce que c'est aussi l'occasion de mettre la main sur la big box de Anachronie, donc le Infinity Box, qui est à nouveau disponible durant la campagne de cette 10e anniversaire de Trickerion, pardon. C'est également la même équipe derrière Voidfall qui n'est pas encore rentré dans le top 100 BGG parce qu'il est aussi très très récent, donc ça devrait venir incessamment sous peu. Bref, Trickerion, on a un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble sur la table. C'est un gros jeu, hein, c'est un gros jeu avec de la symétrie. C'est un excellent jeu que je vous encourage à aller découvrir si vous en avez l'occasion. Et donc la campagne, au-delà de cette édition 10e anniversaire, s'accompagne de cette petite extension que l'on voit ici, The New Arcane Arts Expansion. Donc qui vient ajouter un petit peu de petits mécanismes supplémentaires. On voit ce personnage donc du Arcanist, ouais, c'est ça, on va dire le maître des arcanes en gros, qui va pouvoir bouger à travers le downtown, le market row, le dark alley, donc différents emplacements du plateau, ainsi que l'académie si vous jouez avec l'extension académie. Et puis il va pouvoir, à chaque endroit où il s'arrête, on va dire, débloquer de petites actions d'arcane momentanées, disons, à chaque fois qu'il s'arrête quelque part, et puis ensuite il va bouger, ces actions disparaîtront, et il y en aura d'autres qui viendront s'offrir à vous ailleurs. Et du coup, c'est super intéressant. Il offre aussi différents assistants qui n'existaient pas dans le jeu à l'origine. On voit ici le golem, par exemple, qui eux aussi appliqueront différents effets qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et c'est vrai que l'extension a l'air d'être assez cool pour le coup, hein. On voit ici le spectre, par exemple, qui pourra être placé sur un emplacement déjà occupé. C'est super intéressant. On a ici le golem qui pourra effectuer des actions assez puissantes, mais il pourra être joué seulement en premier ou en dernier lors de votre tour de jeu. On aura le Trickster ici qui nous permettra d'ajuster la valeur ou la phase d'un dé dans le downtown, donc ça aussi très intéressant. Et puis on a aussi le Shapeshifter qui pourra se déguiser et compter comme n'importe quel spécialiste durant une performance par exemple. Donc des petits ajustements qui peuvent être super intéressants et qui, bien placés, peuvent être super puissants également. Donc vraiment très intéressant. Et puis il y aura aussi des petits enchantements qui permettra de modifier certains de leurs tours. Donc à voir quel impact ça peut avoir sur le gameplay. Mais apparemment cette petite extension, donc Arcane Arts, vient faire des petits ajouts de gameplay qui viennent pas... comment dirais-je, radicalement transformer le jeu, mais des petites touches qui sont vraiment les bienvenues, en tout cas sur le papier ça va être vraiment très intéressant. Donc ouais, je pense que je vais me prendre cette petite extension, parce que de toute façon elle loge dans la big box rouge, celle que j'ai derrière moi là, donc la Collector's Edition. L'extension rentrera, vous voyez ici, il y aura un petit tray, donc un petit insert plastique, qui viendra se loger directement dans la boîte, donc pas de souci en termes de rangement, vous n'avez pas besoin de la nouvelle boîte pour pouvoir tout loger. Donc ça c'est plutôt très très cool également. Et puis si vous n'avez pas encore Trickerion mais que ça vous intéresse, vous pouvez aussi bien sûr prendre cette Anniversary Edition avec donc cette fameuse grosse boîte que l'on voit ici, avec donc tous les composants qui rentrent, y compris cette nouvelle extension bien évidemment. Mais alors du coup, que baquer me direz-vous? Alors ils vous ont prévu un petit guide pour ça. Vous avez ici la Anniversary Edition qui contient tout ce que vous voyez ici, donc le jeu de base, les différentes extensions, donc l'Académie de Dalgard, Dawn of Technology, les cadeaux de Dalgard, etc., ainsi que l'extension que l'on vient de couvrir, hein, Arcane Arts, le petit insert également, bref, ça comprend tout ce que vous pouvez espérer. Ensuite, le Anniversary Upgrade Pack, c'est peut-être ce que moi je devrais prendre, parce que du coup, ça vous permet de mettre la main sur le petit insert plastique pour loger la nouvelle extension dans votre big box. Donc, moi, pour ma big box, il me faut le Anniversary Upgrade Pack pour le coup. Ou sinon, vous pouvez prendre la petite extension seule pour 25 €,
35 pour le Upgrade Pack, 150 pour la Big Box, 25 donc pour la petite extension dans sa boîte telle qu'elle. Si vous ne voulez pas spécialement la loger dans votre boîte, si vous avez la boîte de base, donc pas la grosse boîte, mais juste une boîte de base, et que ça vous dérange pas d'avoir une boîte supplémentaire, c'est 25 euros. Mais du coup, ça fait que 10 euros d'écart. Bon, si vous avez une Big Box, j'ai quand même plutôt tendance à vous dire Upgrade Pack, ça me semble être relativement évident comme choix. Voilà. Sinon, en add-on, on peut prendre aussi une Anniversary Big Box vide. Si vous avez déjà le jeu de base, des extensions par-ci par-là et que vous voulez tout réunir en une seule Big Box, c'est faisable. Sinon, on peut prendre aussi des tuiles en bois plutôt qu'en carton ici. Bon, petit élément de déluxification. Pareil avec les pièces de métal à 20 euros ou encore le playmat pour remplacer le plateau central par exemple. Et c'est là l'Anachronie qui fait son apparition dans la campagne avec la fameuse Infinity Box. Dans le Pledge Manager, on aura accès à une nouvelle impression de la Infinity Box de Anachronie. Et ça fait plaisir parce que moi, je me traîne toujours mon édition jeu de base Anachronie en japonais qui plus est. Donc c'est vrai que j'attendais, bon, pas avec une grande impatience, parce que je suis content de ma version en l'état, c'est un jeu de toute façon, il n'y a pas de langue sur le jeu lui-même, donc c'est pas gênant en soi. Mais du coup, si je peux avoir une Infinity Box, j'avoue que je serais tenté, durant le Pledge Manager, d'aller ajouter ça pour l'avoir dans ma collection. Parce que l'Anachronie, c'est quand même partie de mes jeux préférés, et la Big Box, c'est quand même hyper pratique également. Donc ouais, à voir. C'est pas dit que je me laisse pas tenter par une grosse Infinity Box d'Anachronie. Reste à voir aussi combien ça coûtera éventuellement, mais je sais d'avance que ce sera au moins genre dans les 150 également, hein, je pense. Voilà, on va aller voir rapidement aussi les langues. Voilà, ici, on voit que donc on aura bien et bien du français. On pourra choisir le français durant le Pledge Manager. Donc attention, on ne vous demandera pas votre langue ici. Lorsque vous choisirez votre pledge, il faudra attendre le Pledge Manager. Et c'est certainement, je pense, Super Meeple à vérifier, mais je pense que ce sera ça. Et puis ensuite pour le shipping, alors si vous êtes au Canada, ça va aller de 8, 12 à 19 euros, ou donc 12,5 jusqu'à 30 $ canadiens de frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Europe, alors zone avec la France et la Belgique, c'est ici, ça zone 1, donc pour Belgique, France, et aussi le Luxembourg par exemple, le tout pour 7 à 12 euros de frais de port, donc c'est vraiment très abordable en termes de frais de port, on va dire. Sinon, dans la zone 2, il doit y avoir, j'imagine, la Suisse. Oui, c'est ça, le zone suisse est également ici, en zone 2, 12 à 19. Et puis pour nous, au Japon, 16 à 35. 16 pour une toute petite boîte qui coûte 25 elle-même, ça picote un petit peu. Le Upgrade Pack, c'est un petit peu mieux, mais ça fait quand même plus de la moitié du prix de la boîte elle-même en frais de port. Mais bon, du coup, si c'est la même chose en ajoutant Anachronie, ça va. Ça va plus que bien même. Mais je doute qu'en prenant Anachronie Infinity Box en plus, on reste à 19. Là-dessus, il va falloir analyser un petit peu. On verra bien ce que ça nous coûte. Mais bon, a priori, quand même, la Infinity Box fait plaisir. Project Timeline, le jeu devrait théoriquement être livré très rapidement, puisque vous le voyez, on est sur du octobre 2025 pour la livraison théorique en tout cas. Donc voilà, à voir ce que ça donne dans les faits, mais on peut estimer qu'on pourrait avoir le jeu d'ici au moins Noël, quoi, on va dire. Voilà donc pour ce qui est de l'édition 10e anniversaire de Trickerion et cette nouvelle petite extension Arcane Arts. Près de 5000 contributeurs pour l'instant, 12 jours avant la fin de la campagne. Comme pour la campagne précédente, c'est un dessert, certes, mais ça va pas prendre trop de temps en réalité, parce que, à nouveau, c'est une nouvelle édition d'un jeu préalablement sorti, et d'un jeu très bien connu qui plus est, à savoir This War of Mine. Cette fois-ci, c'est pas une édition 10e anniversaire, c'est juste une 2e édition d'un des jeux qui a fait connaître Awaken Realms, tout de même, c'est pas rien. À savoir donc This War of Mine, qui à l'origine, vous le savez, est un jeu vidéo sur PC qui avait beaucoup fait parler de lui. C'est un jeu assez unique dans lequel on va incarner plusieurs survivants dans une guerre civile d'un pays qui n'est pas nommé, mais qu'on imagine être en Europe de l'Est, en gros. Et donc on va incarner plusieurs survivants dans cet univers où on va faire des rencontres avec d'autres survivants qui sont parfois amicaux, parfois pas du tout. On va essayer de devoir trouver des ressources pour survivre, améliorer éventuellement ce qui nous sert de base, on va dire. On va devoir aller explorer un petit peu les ruines alentours pour trouver encore une fois des ressources, parfois même trouver des nouveaux survivants.
Et l'avantage ici également dans This War of Mine, c'est qu'on va avoir différents embranchements un petit peu quasiment scénaristiques. Il y a aussi, je crois, un mode campagne si mes souvenirs sont bons. Bref, quoi qu'il en soit, cette nouvelle campagne sur GameFound, portée à nouveau par Awakened Realms, vous propose tout ce qui est sorti jusqu'à présent pour This War of Mine dans cette grosse boîte seconde édition avec une VF à nouveau directement disponible durant la campagne. Campagne qui pour l'instant se porte évidemment très bien, jeu très populaire, éditeur très populaire, licence très populaire, beaucoup de langues déjà disponibles, donc forcément que ça allait bien se passer. On est à 4700 backers en cette fin de première semaine de campagne, 973 000 € d'engrangés, donc on va allègrement dépasser le million dans les heures ou les jours qui viennent. Et il reste 19 jours justement avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 6 joueurs, en collaboration bien évidemment, pour des parties d'environ 1h30, et c'est pour du 18 ans et plus, parce que bon, c'est une thématique quand même de guerre civile, il y aura des morts, hein, assurément, il y a des gens qui vont pas finir la partie, enfin non, j'exagère un petit peu, mais dans l'équipe de survivants que vous allez avoir, certains d'entre eux vont peut-être amener à trouver une fin pas forcément très joyeuse. Quoi qu'il en soit, le petit Why Back Now, pourquoi backer maintenant? Eh bien tout simplement parce que This War of Mine, seconde édition, elle va avoir un petit coup de polish. Bien évidemment, le jeu sera très légèrement affiné, très légèrement revu et corrigé par rapport à la première édition. C'est également l'occasion de mettre la main sur toutes les extensions préalablement sorties, ainsi qu'une boîte de stretch goals également, qui sera une extension à proprement parler. On aura donc l'extension Tactics, on aura l'extension Orphans of War, peut-être Skewers, on voit pas le nom en entier, bref, on les verra un petit peu plus bas, bref, toutes les extensions préalablement sorties, ainsi que donc cette boîte de stretch goals. Ensuite, dans les stretch goals, on aura différents scénarios qui seront des nouveaux scénarios. On en voit un ici avec The Last Broadcast par exemple, mais on aura plusieurs scénarios qui eux seront totalement inédits, donc encore plus de gameplay, encore plus d'histoire à aller explorer. On aura également de nouveaux personnages à aller incarner. Ça c'est toujours très cool parce que les petits personnages entre eux ont aussi leurs propres caractéristiques. Et puis on aura aussi des composants un petit peu deluxifiés, on va dire, par rapport à la première édition. Voilà. Parmi le top BGG des jeux thématiques, pas le top global, il est quand même classé 45, c'est quand même très cool également. Le jeu n'a pas 10 ans comme Trickerion, mais pas très loin, 2017, donc c'est un jeu qui a presque 10 ans. On aurait encore pu attendre 2 ans supplémentaires pour avoir cette nouvelle édition, mais non, ils n'ont pas attendu. Alors, continuons, on voit ici donc du full coop, bien évidemment, mais jouable en solo. D'ailleurs, la plupart des retours de joueurs que j'ai pu lire depuis les 4-5 dernières années sur ce jeu, qui m'a souvent donné envie, c'était qu'en solo, c'était peut-être finalement la meilleure configuration au final. Je sais que Xavier l'a eu pendant assez longtemps, et puis il l'a revendu parce que finalement, c'est un jeu qu'il est quasiment sûr d'apprécier, mais il n'a pas envie de le sortir parce que la thématique est trop lourde et que finalement ça lui donne pas suffisamment envie de le sortir, même s'il est convaincu qu'il l'aurait aimé. Voilà, et je peux le comprendre, même si du coup j'aurais bien aimé pouvoir y jouer avant qu'il ne le vende pour éventuellement pouvoir moi-même le racheter, mais bon, on verra. En tout cas, je suis suffisamment attiré pour le prendre sur cette nouvelle campagne de GameFound, d'autant plus que ça a coûté un bras. On le voit ici avec le Survival Pledge à 165 € d'ailleurs. Mais bref, on y reviendra à la campagne. Les parties ne se ressemblent pas entre elles apparemment. On a des situations dynamiques qui vont venir évoluer en fonction de vos actions. Donc ce que vous allez faire dans une partie n'aura pas forcément le même résultat que lors d'une autre partie par exemple. Donc on va voir chaque partie vraiment une expérience radicalement différente. Plus de 1900 moments un petit peu narratifs, embranchements narratifs, qui eux aussi vont venir ajouter beaucoup de rejouabilité à votre expérience. Et puis apparemment on peut jouer The Open and Play Journal and the New Advanced Rulebook. Donc différentes façons de jouer un petit peu à sa façon, une sorte de simili-campagne, peut-être un peu plus one-shot, etc. Bref, ça je ne suis pas très au point là-dessus. Alors, continuons, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut présenter en termes de composants sur la table de cette nouvelle édition. Alors, j'ai plus en tête la tronche que ça avait sur l'édition de base. Est-ce que vous voyez de grandes différences? Le plateau central, je crois que c'est à peu près la même chose. Peut-être que la palette de couleurs est un petit peu différente, je ne sais pas. Mais je vois pas de grandes différences, ça me saute pas en tout cas aux yeux de prime abord. Peut-être que les plateaux de joueurs ont changé. Là-dessus, j'avoue que je n'ai pas en souvenir l'ancienne version, mais le plateau principal, ça m'a pas l'air d'être si différent que ça en tout cas. Mais bon, on est sur un truc assez fourni, vous le voyez. Continuons, alors, les pledges. On a ici l'extension, enfin pas l'extension, la Special Edition à 95 €. Donc là, vous aurez la boîte de base ainsi que
tous les stretch goals, toutes les extensions, All First Chaos Edition, stretch goals and expansion. Donc tout ce qui était dans les stretch goals, toutes les extensions des stretch goals de la première campagne en gros quoi. Plus les nouveaux stretch goals, donc ça c'est pour 95 €, disais-je, donc on voit ça, donc le jeu de base, plus donc Heart of the City, Farmers, Sewers, Tactics, Orphans of War, donc pas mal d'extensions déjà fournies dans cette campagne. Et sinon, à 65 €, on a la Standard Edition, et donc là c'est la boîte de base, et j'ai l'impression que c'est la même chose, sauf que il n'y a pas les miniatures, c'est des standees à la place, mais c'est la seule différence, j'ai l'impression. Alors que other models standees, character models, ok, donc ouais, des miniatures qui deviennent des standees au carton. Les composants de métal pour les marqueurs sont transformés en carton également. Bref, non, en gros, édition un petit peu deluxe, 95, édition un petit peu standard, 65, voilà, pour 30 $ de différent, quoi. Plus, dans tous les cas, cette fameuse nouvelle boîte de stretch goals avec plein de nouveaux contenus, généralement des contenus inédits qui plus est, donc des nouveaux personnages, de nouveaux scénarios, etc. etc. Alors ici on voit les différents personnages justement que l'on va pouvoir être amené à incarner au cours de notre aventure. On a donc Emira, on a Katia, on a Marco. Certains d'entre eux on reconnaît très clairement du jeu vidéo. Je me souviens avoir incarné Marco dans le jeu vidéo par exemple. Est-ce qu'ils sont tous issus du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a de nouveaux personnages? Là-dessus je pourrais pas dire. Katia je la reconnais également. Emira ça me dit rien par exemple. Mais bref. Donc chacun de ces personnages va avoir quelques petites spécificités. Hein. On voit ici que ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'ont pas même les mêmes stats de départ, hein, de 0 et 5 ici, ça va être du 0,7 ici par exemple, ou de 2 à 5, ce genre de choses là. Donc ils auront chacun leur propre spécialité. Certains, par exemple comme Pavle, je me souviens dans le jeu vidéo, étaient plus amène de remplir des missions d'exploration par exemple, alors que Marco, il était très bon pour faire la bouffe, je me souviens bien, quelque chose comme ça. Bref, ils ont chacun leur propre spécialité, il y aura des synergies à aller imaginer. Certains seront plus, comment dirais-je, spécialisés dans certaines tâches que vous leur confierez que d'autres. Et envoyer, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas exactement, mais Emilia, envoyer Emilia en exploration pour chercher des ressources dans un endroit infesté de survivants pas forcément très amicaux, c'est peut-être pas forcément la bonne idée, par exemple, sur les choses là. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, le jeu a d'être assez riche à ce niveau-là. Il y a quand même pas mal de personnages. On a vu tout à l'heure qu'il y a aussi pas mal de nouveaux personnages qui viendront s'ajouter dans les stretch goals. Donc encore plus de synergie à aller imaginer, etc. Donc vraiment intéressant sur le papier. Et en plus ça, comme souvent avec Wagon Realms, les miniatures sont vraiment très très classe pour le coup. Hein. Vraiment, le jeu est très très beau. Ça donne quand même pas mal envie. Marine, je l'avais incarné dans le jeu vidéo aussi d'ailleurs. Alors, ensuite, continuons. On a ici le journal avec les différents embranchements scénaristiques, les différentes rencontres que l'on va faire, les propositions peut-être aussi aux joueurs. Il se passe ça, qu'est-ce que vous faites? Et à partir de là, on vous renvoie vers notre embranchement, etc. Donc ça, assez intéressant, assez immersif, et c'est ce qui fait aussi que aucune partie ne va être la même que la précédente, et ça, c'est super intéressant. Voilà, ensuite les différents composants, hein, on passe pas tout en revue, ce serait trop long, et encore une fois, il s'agit d'un jeu qu'on a déjà vu par le passé, qui est connu depuis donc 8 ans et sa sortie à l'époque, donc on va pas prendre trop de temps pour revoir un petit peu de fond en comble de ce dont il s'agit, mais pour ceux qui connaissent bien le jeu, vous me direz éventuellement en commentaire si vous voyez que visuellement il y a des grosses différences, qu'est-ce qui a été retravaillé en détail. Voilà, du coup, on va pouvoir passer. On va aller voir directement où on en est d'ailleurs. On est toujours dans le Project Story là. Oh là là, la page de campagne est beaucoup trop longue là pour le coup. Bon, on passe en revue rapidement les différentes extensions qui du coup étaient présentes à l'époque de la First Edition, donc la première édition, et qui seront incluses également dans les pledges de cette nouvelle campagne. On voit ici Heart of the City, par exemple, cette très très belle miniature, très abîmée à cause de la guerre. On aura également Orphans of War avec les enfants qui viennent s'ajouter à l'aventure. Ça va être une des extensions qui, en tout cas sur le papier, est la plus intéressante, vraiment, elle a l'air vraiment cool. Tactics, où là on a les soldats qui viennent s'ajouter également. Sewers avec les égouts, on va pouvoir passer par les égouts, on va y découvrir aussi de nouveaux personnages, etc. Farmers, qu'est-ce qu'on a encore? Companions avec les animaux de compagnie. Des petites mini-extensions par-ci par-là également. On en arrive au pledge, de toute façon je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, 65 pour l'édition de base, 95 pour la deluxe on va dire, et il y a aussi d'autres pledges, le 165 pour le survival pledge, qu'est-ce que ça vient ajouter du coup? D'autres extensions apparemment, hein, Expanded Incidents, Memories from the Past, The Rubble Die,
Fallen Hope, bon, il y a quand même pas mal de nouveautés. On a vu d'ailleurs que le Fallen Hope, c'est une War Campaign. Est-ce que c'est vraiment une campagne à proprement parler? À voir. Il y a même un pledge à 350 pour le Veteran Pledge. Et là, qu'est-ce que ça vient ajouter de plus? Furniture Set, TV Set, Acrylic Markers, donc des marqueurs en acrylique. Donc encore plus de d'explications, des playmats en néoprène. Ok, un artbook. Il y a même un diorama qui est hyper classe pour le coup, un Fog the War ici. Ouais, c'est assez cool pour le coup. Pour les amateurs de peinture, ça peut être assez sympa aussi à faire ça pour le coup. Par contre, très très cher bien évidemment, hein, 350 dollars. Euros, pardon. Voilà, sinon il y a plein de petits add-ons à aller prendre éventuellement si vous avez déjà le jeu d'origine et que vous vouliez seulement ajouter quelques petits trucs par-ci par-là, c'est jouable également. Voilà, du coup, sans prendre trop de temps pour aller voir le reste, parce que vraiment la campagne est trop lourde, il y a trop d'éléments dans cette campagne. Si on voulait tout regarder, ça prendrait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure si on veut tout regarder en détail, donc c'est un peu trop long à mon avis. Mais donc, on peut quand même s'apesantir un instant sur les frais de port. Un petit peu plus bas pour le coût à la shipping, c'est ici. Pour l'Union Européenne, ça va aller de 14 à 40 euros de frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour la Suisse, par exemple, ce serait plutôt 21 à 55. Pour le Canada, 18 à 52 euros. Et puis pour nous, alors est-ce qu'on est Asia 2, Asia 1 Asia 2, malheureusement, sera plus cher. 38 à 102 euros de frais de port pour le Japon. Ça picote méchamment là aussi. Voilà, c'est autant se mettre des petites gouttes de tabasco dans l'oignon, ça revient à peu près au même. Voilà pour This War of Mine, deuxième édition. Vous me direz, pour ceux qui ont déjà testé la première édition, ce que vous en avez pensé. Je suis persuadé que c'est certainement un excellent jeu, mais de là à aller le baquer, d'autant plus que les frais de port sont particulièrement salés pour le Japon, il y a un pas que je ne franchirai pas certainement, mais j'aurais vraiment très envie de le tester un de ces jours si l'occasion m'en est donnée. Voilà pour donc This War of Mine seconde édition, 4700 backers, près d'1 million d'euros d'engrangés pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne, VF disponible qui plus est. Et on termine cette semaine par une nouvelle extension, la seconde si mes souvenirs sont bons, pour Earth avec Animal Kingdom. Et bien sûr, pour l'instant, la campagne rencontre un franc succès puisqu'on est à 6400, non 5350 backers au moment où je m'enregistre, 357 000 euros d'engrangés 20 jours avant la fin de la campagne. C'est toujours le projet porté par Inside Up Games, qui avait déjà apporté du coup le jeu de base et l'extension qui a été des énormes succès. Et on les connaît aussi pour d'autres jeux un peu moins connus ceci dit. On les avait vus récemment pour Ice and Idols par exemple, on avait vu aussi Perch, mais vraiment leur gros succès, ça reste malgré tout Earth, qui est un jeu d'un Québécois qui s'appelait Maxime Tardif, si mes souvenirs sont bons, qui est très actif sur les différentes communautés de ludistes d'ailleurs. Et du coup, il nous sort une seconde extension, c'est ça, ouais, pour Earth, cette fois-ci intitulée Animal Kingdom, qui, comme son nom l'indique, va venir ajouter beaucoup de faune, bien évidemment, avec de nouveaux mécanismes qui viennent s'ajouter à un jeu qui était, on va dire, un jeu initié, on va dire, et qui progressivement peut-être s'oriente vers un jeu presque simili expert, hein, avec les deux extensions qui viennent de sortir. Bon, j'imagine que ça ne deviendra quand même pas un jeu expert à proprement parler, mais avec pas mal de petits ajouts, de nouvelles petites mécanismes, et puis même également un petit peu d'asymétrie. Et ça c'est plutôt cool, parce que c'est un jeu qui à la base n'était pas spécialement asymétrique, même si on pourrait aller jusqu'à dire que on avait une asymétrie qui venait se créer au fur et à mesure via le tableau building, mais bon, ça à ce moment-là, beaucoup de jeux peuvent avoir de l'asymétrie progressive, on va dire. Mais là, par le biais des animaux, on va avoir des petites compétences asymétriques qui vont venir se développer, ça c'est super intéressant également. C'est pour 1 à 5 joueurs avec l'extension Animal Kingdom, mais même jusqu'à 6 si vous la combinez avec l'extension Abondance qui avait fait l'objet d'une campagne précédente et qui devrait être livrée dans pas très longtemps d'ailleurs au backer je crois. Et c'est donc pour des parties de 45 à 90 minutes. Vous avez donc le choix, vous l'avez compris avec cette petite astérisque ici, de combiner les deux extensions, les deux l'une avec l'autre, ou vous pouvez aussi jouer uniquement une ou l'autre des deux extensions avec le jeu de base. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Voilà, sachez aussi que durant cette campagne, vous aurez la possibilité de mettre la main sur, ici, ces petits tokens de Readiness. Ok, vous avez aussi un nouveau token de premier joueur. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça vient changer, mais bon,
admettons, et puis aussi un Fauna Tree Upgrade qui permettra d'avoir une sorte de petit arbre pour reposer des cartes et puis des petits tokens dessus. Bon, ça m'a l'air un peu d'être... Bon, c'est de la déluxification pas spécialement. C'est de la déluxification par essence, c'est pas essentiel de toute façon. Mais bon, là, c'est vraiment gadget pour le coup. Je pense que ça va être chiant à monter plus qu'autre chose. Bref, c'est pas un truc qui m'attirerait outre mesure. Bon, on verra. Le français n'était pas forcément annoncé comme étant disponible dans les premiers jours de campagne, je crois, hein, puisque j'avais vu justement Maxime Tardif, donc l'auteur du jeu, qui avait partagé la campagne au tout début de cette dernière, et il y avait des commentaires qui disaient qu'il n'y avait pas de français, que c'était dommage, etc. Mais là, pour le coup, on voit le drapeau français, donc peut-être qu'elle a été ajoutée. Si vous étiez passé sur la campagne le premier jour et que vous ne l'ayez pas aperçu, bah, sachez-le, le français, en tout cas maintenant, est disponible durant la campagne aussi. Donc ça c'est plutôt bon à savoir. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Lucky Duck Games qui s'était occupé de la campagne, enfin de la localisation de Earth. Alors, continuons. La nouveauté, c'est donc l'extension Animal Kingdom, qui vient ajouter la faune avec plein de nouveaux animaux et des petites compétences asymétriques par-ci par-là. Mais ce n'est pas la seule chose, il y a aussi un nouveau mini module désastre qui vient s'ajouter également. Vient aussi s'ajouter la disponibilité, la mise en disponibilité d'un insert en bois par Laserox. Donc ça va coûter un bras, croyez-moi, ça n'est pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que si on est très très fan de Earth, ça peut être un beau cadeau aussi. On peut aussi prendre des playmats par Game Toppers, un des leaders en la matière. On peut avoir donc ce petit arbre de faune. On peut avoir des petits éléments de deluxification. C'est vrai que les petits arbres n'étaient pas fantastiques dans la version de base. On peut avoir des petits playmats aussi si l'on le souhaite. Et puis on peut avoir aussi des bundles, donc la boîte de base, plus des extensions pour avoir des petites ristournes au final également. Jeu ultra primé, je pense que vous connaissez, hein, c'est un jeu, encore une fois, les 3 desserts de la journée de façon permettent de faire une introduction assez courte parce qu'en fait les 3 jeux sont déjà hyper connus et celui-ci a été couvert de récompenses lors de sa sortie également. Donc c'est un jeu qu'on ne présente plus qui est également dans le top 100 je pense, hein, je ne sais pas, c'est pas écrit mais je crois qu'il est dans le top 100 de BGG aussi. Vraiment il a vraiment très 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 bien marché ce jeu en 2023. Voilà, on continue un petit peu. Bon, pour le rappel, hein, vous allez créer votre île et au fur et à mesure, vous allez créer votre tableau avec différentes espèces de flore et désormais également de faune pour le coup, avec donc cet aspect de tableau building. Sur les maps, enfin, sur les cartes elles-mêmes, on va aller ajouter des petits tokens, on va dire, qui sont en fait des arbres, des plantes qui vont grandir au fur et à mesure, qui nous donneront encore plus de points, parce qu'en fait, il y a plein de conditions de scoring sur les cartes elles-mêmes. Il y a plein de synergies à aller imaginer avec les cartes. Et puis, en plus de ça, l'avantage, c'est que vous participez à tous les tours, que ce soit le vôtre ou ceux de votre adversaire, parce que quand vous choisissez d'activer l'action verte, par exemple, tous les autres joueurs vont activer l'action passive de l'action verte également, par exemple. Donc, on est tout le temps actif, même si, pour être tout à fait honnête, Xavier et moi, on n'avait pas été hyper fan de Earth. On comprend ce qui fait que les gens l'ont autant apprécié, mais nous, ça ne nous a pas parlé outre mesure. Je me souviens pas d'avoir vraiment des choix hyper impactants, je trouve que c'était un peu bordélique. Je crois qu'à la fin de la partie, avant d'arriver au scoring, c'est quand même assez difficile de savoir combien tu allais scorer justement. Bref, c'est pas un jeu qui m'a vraiment conquis pour ma part, mais je comprends pourquoi les gens aiment ça par contre. Et donc, qu'y a-t-il de nouveau dans cette extension Animal Kingdom? On va avoir donc 36 animaux et 56 meeples d'animaux, donc des animeeples. On va avoir des objectifs de faune qui seront hyper impactants, donc ils vont avoir des impacts sur le scoring assez importants. On va avoir ces petits animeeples, ces animeeples qui sont adorables et qui vont en plus être amenés à se mouvoir à travers les différents biomes de votre île, et ça c'est quand même très très sympa aussi. Ensuite on va avoir des petites compétences qui pourront être activées tour après tour, et puis on pourra aussi avoir cette comment dirais-je, cette versatilité du jeu désormais, puisqu'on pourra le jouer donc seul, ou avec l'extension Abondance, ou avec les deux extensions par exemple, ou seulement avec la nouvelle extension Animal Kingdom. Les composants de l'extension se trouvent ici, avec les fameux Animeeples qui sont très mignons, qui me rappellent un tout petit peu d'ailleurs ceux de Wild Serengeti à l'époque, mais vraiment très jolis pour le coup, ça fait plaisir, ils sont très jolis. Ensuite, une trentaine de cartes ici pour les différents animaux, les petits cubes de Sprout, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, les petits tokens on va dire de canopée, le livret de règles, des petites missions à aller compléter, avec le nom de la personne qui a réussi à compléter l'objectif en question, sur les choses là. Pas un grand intérêt, mais bon. Et éventuellement, pour ceux que ça intéresserait, il y a un petit peu de deluxification disponible, mais ça c'est en add-on.
voilà, je passe le how to play, c'est un jeu bien connu. Il y a quelques petits ajouts de mécanismes par-ci par-là, des objectifs, un petit peu d'asymétrie complémentaire, mais bon, rien qui vient non plus fondamentalement bouleverser le jeu pour ceux qui le connaissent déjà. Alors, vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator avec l'extension Animal Kingdom pour ceux que ça pourrait intéresser. Je ne sais pas si le français est disponible sur cette version, en tout cas du module. Pour ce qui est des pledges, 28$ pour le pledge Animal Kingdom, donc seulement l'extension. D'accord? Pour ceux qui auraient déjà le jeu de base à minima. Sinon, vous avez un gameplay bundle à 115$ qui vous donne accès donc, au jeu de base ainsi que les deux extensions, donc Abondance plus Animal Kingdom. Et sinon, on a le pledge Everything New, 158$, donc pour avoir accès à l'extension Animal Kingdoms, plus du coup un playmat, plus un insert. Alors, l'insert, est-ce que vous prenez l'insert de Lazerox qui rentre dans la boîte de base, ou est-ce que vous prenez la boîte Lazerox avec donc tout en bois, avec vraiment un artwork radicalement différent de la boîte d'origine, mais où tout loge, et c'est par contre tout en bois, donc ça va peser un âne mort je pense, mais c'est hyper classe. Par contre ça coûte 57$ de plus dans le Pledge Manager, donc bon, sachez-le, ça coûte quand même un bras. Et sinon, pour 432$, ça commence à coûter très très cher, on a Everything Earth, donc là on a la totale, le jeu, les deux extensions, toute la deluxification, des playmats, l'insert Lazerox, etc., etc. Sinon, en add-on, on peut aussi prendre un petit peu à la carte, donc par exemple le néoprène, on peut prendre aussi le sac de transport pour les néoprènes, on peut prendre l'insert de Lazerox tout en bois, hyper classe, on peut prendre l'insert de Lazerox qui vient juste se loger dans la boîte de base, bref, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. On peut deluxifier un petit peu à outrance. En parlant de deluxification, on a aussi ce petit Resource Upgrade Pack, donc on va améliorer un petit peu la qualité des composants, donc les arbres, les canopées, les petits tokens de Sprout également, le tout pour 75$, c'est quand même très très cher le Resource Pack également, d'autant que, bon, ça fait quoi, 100 coins, est-ce que c'est en plastique ou est-ce que c'est en métal? Je sais pas, ça va écrit, mais bref, toutes ces ressources-là, ça reste quand même du bois ou du plastique, je crois, donc post-consumer plastic, oui, il y a quand même du plastique, mais c'est pas du plastique mauvais pour la planète, on va dire. Mais donc, ouais, pour tous ces composants, quand même 75$, ça me semble quand même cher, mais bon, il faudrait voir la quantité, ouais, il y a quand même beaucoup de trucs. Je sais pas, 75, ça me semble très très cher, mais bon, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Voilà. Je passe sur les modules, je les ai déjà mentionnés tout à l'heure, donc on va passer assez rapidement. On va aller voir directement le shipping. Alors shipping pour le Canada, 14 à 32$ de frais de port en fonction du pledge que vous avez sélectionné. Pour l'Europe, avec la France et la Belgique par exemple, ce sera de 12 à 25$. Pour Rest of Europe, donc j'imagine la Suisse, etc., 20 à 42$. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ici, 27 à 49$ de frais de port pour une campagne qui devrait être livrée pour le début de janvier 2026, si tout se passe bien en tout cas. Voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle campagne de Earth avec l'extension Animal Kingdom. 6350 backers pour l'instant, 20 jours avant la fin de la campagne. Encore une fois, une campagne couronnée de succès. Et ma foi, c'est tout pour ce menu crowdfunding de la semaine. Donc un menu assez léger, mais du coup pas si court que ça. On va être sur 1 heure encore une fois, je pense. Parce que il y a quand même 3 desserts. Même si c'est des jeux qui ont déjà connu une sortie par le passé, ça reste des desserts, donc il faut quand même prendre un petit peu de temps pour en parler. Vous me direz si cette semaine vous avez trouvé des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous ont suffisamment conquis pour aller les backer, si oui, lesquels et pourquoi bien évidemment. Nous on se retrouve très prochainement et même avant le menu crowdfunding de la semaine prochaine parce que on a la vidéo du, comment dirais-je, de la review de HoloPact que j'ai mentionné récemment sur la chaîne, qui sera en ligne je pense mardi prochain, donc pour la campagne, la nouvelle campagne de HoloPact, donc qui est un peu le jeu dans l'univers de Beast, Beast qui avait connu une VF grâce à Don't Panic Games d'ailleurs. Du coup on se retrouve très très prochainement avec Xavier pour la review de HoloPact, et puis si le jeu et donc la vidéo ne vous intéressent pas, on se retrouve dans le prochain menu crowdfunding début mai. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.